Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions consacrée à la transition énergétique. Je m'appelle Carole Neal et je suis membre du collectif Toujours maître chez nous, Mekinac des Chenaux. Depuis 2023, nous entendons beaucoup parler, en Mauricie et au centre du Québec, de la vallée de la transition énergétique. Mais qu'est-ce que la transition énergétique? Grâce à nos invités, nous allons tenter de comprendre ce concept sous différents angles. Et aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique, mais dans un contexte bien précis, celui de la protection du territoire agricole. Alors, pour ce faire, je reçois M. Martin Marcouillet, président de l'Union des producteurs agricoles de la Mauricie. Bonjour, M. Marcouillet. Bonjour. Quand on parle de territoire agricole, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui compose le territoire agricole? C'est sûr que quand on parle du territoire agricole, oui, on a ce qui est des terres qui sont cultivées, qui sont présentement en production. On a là, ce qu'on appelle les terres cultivables aussi. C'est justement les parties qui sont en friche, qui, pour une raison ou une autre, ont peut-être été laissées à l'abandon ou justement que le producteur, c'était des fois des petites superficies peut-être moins utilisées. Mais on a aussi ce qui est au niveau forêt, la partie acéricole, nos érables, qui est une production agricole. Donc, même au niveau des terres publiques, on a une partie à protéger de ce côté-là. Parce que, justement, il y a un potentiel acéricole au niveau des terres publiques aussi. Donc, quand on parle du territoire, oui, il y a la partie avec des entreprises et les bâtiments d'élevage et tout. Mais quand on parle justement de superficie cultivable, c'est qu'il y a un potentiel. Dans le fond, c'est pas qu'une terre est laissée à l'abandon ou une terre est laissée en bois ou en des choses comme ça, que cette terre-là n'est pas cultivable ou n'a pas été cultivée précédemment. Donc, c'est ce qui compose le territoire agricole. Pour quelles raisons vous vous opposez au développement de certains parcs éoliens? C'est sûr que si on parle de la Mauricie, oui, on a un parc qui présentement fait un peu la une, mais il faut juste spécifier qu'on n'est pas contre le projet de développement éolien, mais c'est le fait de s'installer en zone agricole qui fait en sorte qu'on est contre. Ce qu'on veut, c'est protéger notre territoire agricole. Ce qu'on veut, c'est protéger le garde-manger des Québécois. Donc, je pense qu'il y a un potentiel, oui, de développement, mais autre que sur le 2 Il y a 98 du territoire au niveau de la province qui est disponible pour ce genre de projet-là. Donc, pourquoi rajouter un joueur quand même majeur sur nos terres agricoles? Donc, c'est pour ça qu'on est on est contre le projet en zone agricole, mais pas contre le développement éolien. Donc, dans ce contexte-là, comment vous voyez l'arrivée du projet de le plus gros parc éolien privé en Mauricie, en tout cas au Québec, je crois, mais en Mauricie, ça c'est assuré, avec le projet de TES Canada, là, qui, je rappelle à tout le monde, est constitué de 130 éoliennes industrielles de 200 mètres, de plus de 200 mètres de haut, sur une partie du territoire agricole d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est un projet, c'est un projet qui a commencé très difficilement au niveau des communications. C'est un projet qui a sorti un peu de nulle part sans qu'on soit averti, alors que l'intérêt majeur, c'est les terres agricoles. C'est nous qui avons à avoir fait les démarches pour rencontrer TES Canada, justement, pour avoir le plus d'informations possible. Parce qu'on se rappelle que la mission de l'UPA, c'est de protéger les intérêts des producteurs, des entreprises agricoles au niveau de la Mauricie, au niveau provincial, mais pour nous, c'est au niveau de la Mauricie principalement. Donc, dans ce dossier-là, vu qu'on était dans l'implantation d'éoliennes en milieu agricole, bien, c'est sûr qu'on a été interpellés assez rapidement. Que ce soit au niveau du contrat avec le promoteur. Dans le fond, c'est sûr que là, on avait vraiment une vérification et c'est pas pour rien que quand on a mis nos avocats dans ce dossier-là, bien, c'est quand même une centaine de modifications qu'on a demandées au niveau du contrat pour la protection de nos producteurs agricoles, nos entreprises. Donc, ça a été quand même assez majeur. Ça a été un peu aussi... ça a créé énormément de divisions dans nos familles, même au niveau du sein de certaines entreprises agricoles que certains partenaires disaient oui, d'autres non.
Mais c'est sûr que ce qu'on veut, c'est protéger notre territoire agricole. Dès le départ, l'entreprise nous disait on va essayer d'être à l'extérieur. On joue beaucoup, beaucoup sur les mots. Exemple, on a sorti ce printemps une carte et on disait que la majorité des éoliennes étaient en dehors des zones cultivées. Ce qui est complètement faux, c'est que présentement, il y a 3, je pense, ou 7 éoliennes qui ne sont pas, mais le restant sont toutes en zone cultivable. Donc, la seule chose, c'est qu'on essaie de jouer sur les mots pour essayer de minimiser l'impact au niveau agricole. Mais la majorité des éoliennes est encore en zone agricole cultivable. Donc, mais depuis le début qu'on trouve que c'est quand même... le manque de communication est assez flagrant là, de ce côté-là. Maintenant, je vais vous parler de la Commission de protection du territoire agricole, la fameuse CPTAC, là, que tout le monde appelle. Ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'on a su, c'est qu'elle autorise pratiquement 99 des dossiers de développement de parcs éoliens et semble-t-il sous prétexte que ce ne sont pas des installations permanentes. Donc, les parcs éoliens, ce ne sont pas des installations permanentes. Donc, ils autorisent dû au fait que ce ne sont pas des installations permanentes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, de un, c'est complètement faux. C'est sûr que la partie aérienne qu'on voit, oui, on peut dire que c'est une partie qui est non permanente. Si éventuellement il arrive quelque chose, bien oui, c'est possible de démanteler. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la partie de ciment qu'il y a dans la terre, la base de l'éolienne, qui est vraiment énorme. Donc, cette partie-là, elle reste dans le sol, même s'il y a démantèlement. Donc, c'est cette partie-là qui crée beaucoup d'impact. D'un, c'est du déplacement de sol. Donc, c'est sûr que tu as une perte de rendement de ce côté-là. L'autre chose, c'est que vu qu'on parle de laisser une certaine épaisseur de sol par-dessus le ciment, donc ce qu'on empêche, c'est le système racinaire, c'est le travail aussi au niveau des champs, l'égouttement de l'eau, toutes ces choses-là. Donc, oui, les impacts sont permanents par rapport à ça. L'autre chose, c'est que on n'a aucune garantie. La CPTAC aussi, ce qu'elle a à jouer son rôle, c'est qu'elle a à imposer à la compagnie un fonds dans une fiducie à part pour justement, si éventuellement il y a démantèlement au niveau des éoliennes. La seule chose, c'est que si jamais, exemple, puis tu sais, ça peut arriver, là, on voit dans d'autres pays des grosses compagnies éoliennes et qui font faillite, bien, que ce soit au niveau des redevances, que ce soit au niveau du démantèlement ou quoi que ce soit, bien, c'est, dans le fond, tu perds la totalité parce que si la compagnie fait faillite, bien, tu perds tout ce qui est au niveau des redevances ou quoi que ce soit. Donc, tu es pris avec les éoliennes malgré tout. Donc, quand on dit que c'est pas permanent, bien, c'est faux, là. Oui, il y a quand même une partie dans le sol qui est permanente et la partie éolienne si jamais il arrive des difficultés financières. Mais vraiment, il faut arriver à se poser la question, est-ce que vraiment au niveau des parcs éoliens, est-ce qu'on est capable d'aller dans d'autres endroits que le territoire agricole, que de gruger le garde-manger des Québécois? On l'a vu pendant la pandémie, on a fermé nos frontières. Ce qui est arrivé, c'est que nos tablettes d'épicerie se sont vidées. Le gouvernement a mis en place, les achats locaux. On a vu vraiment l'ampleur de ce côté-là. Les gens se sont tournés vers l'achat local. Puis c'est une bonne chose parce que l'argent qui est investi dans une entreprise agricole, c'est une économie qui reste au niveau de la région. Tandis que quand on parle, exemple, on peut parler de Test Canada ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que oui, c'est une entreprise privée. Donc, les profits s'en vont à certains actionnaires qui vont être investis ou dépensés à l'extérieur sûrement ou quoi que ce soit. Mais au niveau des retombées économiques, au niveau de la région, bien, c'est beaucoup plus par les entreprises agricoles que par une compagnie qui va produire de l'éolien pour un but privé. Donc là, j'ai hâte de voir. Au niveau de la CPTAQ, c'était des projets qui étaient aussi au niveau collectif avec Hydro-Québec. Donc là, on parle présentement d'un projet privé. Est-ce que ça va être analysé de la même façon? Sûrement. Mais ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est d'avoir la zone de moindre impact. Et nous, au niveau de l'UPA, c'est clair qu'on va jouer notre rôle de vérifier ce qui est au niveau des avis de la CPTAQ.
Si je comprends bien, vous avez l'intention d'intervenir lors des auditions de la Commission de protection du territoire agricole à propos de ce projet-là. Oui, on a la possibilité justement d'intervenir au niveau de l'Union dans les décisions de la CPTAQ. Donc oui, on va intervenir dans les décisions, on va donner notre avis. Et aussi, l'autre partie où on va intervenir, c'est au niveau du BAP. Au niveau du BAP, on est présentement justement en train de se préparer des questions, des interventions pour justement avoir une sécurité au niveau de nos entreprises, du développement de nos entreprises et pour justement ne pas empêcher l'économie régionale, nos entreprises agricoles de continuer dans le temps et de pouvoir développer et d'avoir de la relève. Comment peut-on concilier la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables et la protection du territoire agricole, d'après vous? Je pense que de ce côté-là, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est de savoir est-ce qu'on a à investir dans l'offre au niveau énergétique ou au niveau des dépenses, au niveau de la demande justement énergétique. Est-ce que de faire l'évaluation vraiment au niveau du gaspillage qu'on peut parler au niveau de l'électricité, au niveau de la province, est-ce que d'investir de ce côté-là va faire en sorte qu'on va avoir besoin autant d'offrir au niveau électricité? Est-ce que vraiment, puis en même temps, si l'offre est peut-être un peu moins élevée parce qu'on fait un peu moins de gaspillage, ou une consommation peut-être plus raisonnable, comme je peux dire, est-ce que ça va pouvoir faire en sorte qu'on va éviter justement de sacrifier des terres agricoles pour que ce soit des projets éoliens, que ce soit des lignes de transfert d'électricité ou des lignes de conduite ou peu importe? Est-ce que vraiment on a besoin de faire ça, de sacrifier le garde-manger des Québécois au bienfait, dans le fond, d'un gaspillage d'électricité? Donc, je pense que c'est un peu plus ça qu'il faut regarder, autre que de dire, OK, bien, on va sacrifier le garde-manger des Québécois, parce qu'il ne faut pas oublier que la population est toujours grandissante, en augmentation, mais on est toujours en diminution de notre superficie du territoire agricole. Donc, le garde-manger est toujours en diminution, mais on augmente la population. Donc, tantôt, on va avoir un enjeu majeur. Puis si on est obligé d'aller chercher de la nourriture à l'extérieur, est-ce qu'on va vraiment décarboniser le Québec? Est-ce que vraiment on va avoir des gains au niveau des GES de ce côté-là? Parce qu'il va falloir faire plus de routes, il va falloir faire plus d'avions ou quoi que ce soit pour emmener les bateaux, pour emmener de la nourriture ici, parce qu'on va avoir sacrifié nos terres agricoles au bienfait de l'électricité. Donc, à suivre. Bien, écoutez, c'est terminé. Toutes les questions que je devais poser ont été répondues. Je vous remercie beaucoup, M. Marcouillet, d'avoir accepté de participer à notre émission. Et à vous toutes et tous, je vous invite à la prochaine émission sur la transition énergétique. Bonne semaine.